Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va parler vitesse un petit peu, mais peut-être aussi endurance. On va justement parler du 10 km, comment progresser sur cette distance-là, qui est un petit peu à la croisée des chemins entre un travail aérobie et peut-être anaérobie. Donc, on a la chance de recevoir Anthony. Donc, Anthony, je vais tranquillement te laisser te présenter. Je vais juste te faire un petit sommaire pour nos auditeurs. On va Ouais. commencer donc les qualités qui vont être pour toi nécessaires justement pour ce 10 km. On va parler aussi un petit peu de ton approche, de tes entraînements. Tu me l'as dit aussi en off, et d'ailleurs, je tiens à le préciser car j'adore ce genre de discours. Tu as dit que tu n'étais pas un coach à proprement parler, mais justement que tu voulais faire un retour d'expérience sur toi, tes entraînements, ce qui fonctionne. Tu vas aussi nous dire ton chrono. On Ouais. verra également la muscu un petit peu, la nutrition. On va essayer d'être assez complet sur cette distance-là. Donc, on a le temps sur 1000%. Je te laisse te présenter et un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi de me recevoir aussi. C'est vrai que c'est marrant parce que je fais aussi des podcasts, donc c'est toujours drôle d'aller chez les autres. Mais non, mais ça me fait aussi beaucoup plaisir de partager tout ça, donc avec grand plaisir. Moi, pour me présenter, bah, je m'appelle Anthony Frontera, je vis à côté de Lyon. Ça fait maintenant environ une dizaine d'années que je cours. J'ai 31 ans, bientôt 32 là, et je suis oui spécialement coureur sur route et notamment sur 10 km qui est la distance que je pratique le plus, même si aujourd'hui je fais quand même beaucoup de semi-marathon et j'ai prévu pas mal de semi-marathon la saison à venir. Mais voilà, le 10 km, c'est par là que j'ai commencé et c'est vrai que c'est une distance que j'apprécie beaucoup. Mon record justement sur 10 km, c'est 28,52 que j'ai réalisé en 2025, tout début 2025 à la Prom Classique. Et un mois plus tard, en février, j'ai aussi couru 1h03 59 sur semi-marathon au Summit de Barcelone. Donc voilà un petit peu pour les refs. Après, sinon, j'ai jamais fait de marathon. Je sais qu'on me demande souvent, mais voilà, ça va venir, mais j'en ai jamais fait. Et puis sinon, je suis athlète membre de la Team Brooks. Et pour terminer, bah, je suis aussi créateur de contenu à côté de tout ça. Donc j'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos, plus récemment aussi des podcasts. Et dans la vie, sinon, je suis aussi chef de projet en informatique. Donc voilà, ça, je travaille à temps plein, donc C'est 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 assez une vie complet. bien chargée, mais on aime bien, on aime bien. Et de ce fait, pourquoi pourquoi le 10 km t'a attiré? Comment tu vois le 10 km? Pour toi, s'il devait y avoir un petit peu une philosophie derrière, ça serait laquelle? Ouais, bah le 10 km déjà c'est la première distance sur route que j'ai pratiquée, que j'ai faite. C'est mon premier 10 km, c'était en 2017 que j'avais couru à Villeurbanne, donc un 10 km assez connu. Et bah, pour la petite anecdote, j'ai couru 45 minutes pour mon premier 10 km, donc voilà, j'ai commencé finalement comme tout le monde, hein. Et après avoir eu une période triathlon puis trail, je me suis un peu cherché. Bah, je suis revenu sur la route. En fait, je cherchais un peu une discipline où je souhaitais progresser, performer, parce que j'ai toujours été compétiteur. Le trail, j'avais du mal à descendre. Je montais bien, mais j'avais beaucoup de mal à descendre. J'ai fait beaucoup de trail. Et finalement, j'ai arrêté parce que j'étais trop frustré de perdre des places en descente. Et j'ai commencé du coup, enfin, je me suis inscrit dans un club d'athlétisme et j'ai commencé la route que j'ai tout de suite beaucoup aimé. Et bah, c'est vrai que je suis allé naturellement vers le 10 km. Souvent, c'est finalement quand tu débutes, c'est la première distance que tu vas faire.
pour n'importe quel débutant, c'est vrai que c'est plus rare de voir des gens directement aller sur marathon. Ça arrive, mais en général, on essaye de respecter la hiérarchie des distances en faisant un 5, un 10, un semi, un marathon. Et moi, quand j'ai couru le 10 km, sachant que je partais de 45 minutes, donc j'avais vraiment une grosse marge de progression. À chaque 10 km, je baissais mes chronos et je trouvais ça cool, voilà, à chaque fois de se challenger, d'aller essayer de chercher un meilleur chrono, le sub 40, après le sub 35, etc. Et finalement, le 10K, j'ai toujours pris du plaisir et tu vois, j'ai fait beaucoup de semis aussi, c'est vrai. J'en ai pas fait autant que le 10 km, mais ça fait longtemps que je fais du semi. Mais aujourd'hui, je me suis, enfin, je dirais l'année dernière, je m'étais jamais vraiment posé la question à me dire, ouais, bah, il faut que je fasse un marathon, j'ai envie d'aller sur marathon, parce que je prenais encore beaucoup de plaisir sur 10 km. Donc voilà, en fait, c'est venu naturellement. Tu vois, j'ai pas forcément été influencé par un athlète ou par des proches. C'est vraiment venu naturellement. J'ai aimé cette distance et je me suis toujours challengé sur cette distance. Mais Tu vois, depuis 10 ans, chaque année, je bats mon record. Bon, je sais pas jusqu'à quand, parce qu'au bout d'un moment, ça ça va va être être de dur. plus en plus compliqué. Mais voilà, c'est Mais vrai que peut-être que tu vois, si l'année prochaine, j'arrive pas à battre mon record, peut-être que bah voilà, je me dirais, allez, j'ai peut-être fait le tour. Mais bon, pour l'instant, je kiffe toujours cette distance et tu vois, c'est pour ça que je reste dessus. je trouve ça intéressant parce que dans un petit peu, tu l'as dit, cette logique de progression, souvent les gens pensent que pour progresser, il faut allonger la distance, c'est-à-dire on fait un Mm, 10, après on va se dire on fait un semi, mais en fait non, pour moi c'est déjà beaucoup plus difficile de passer, allez, ne serait-ce que la barre des 40 minutes ou 10 km plutôt que de finir un semi. Enfin, la différence entre les deux, c'est pas du tout la mm, même. J'espère que pour les auditeurs aussi, ça va les intéresser car on n'allait pas forcément chercher sur le toujours plus en termes de volume, surtout qu'on a souvent des vies qui sont quand même assez bon. Je pense que toi, sur un 10 km pour faire des chronos comme ça, tu dois quand même avoir un gros volume d'entraînement. On va en parler. Mais des fois, ça peut être intéressant justement de progresser sur une distance plus courte plutôt que de toujours aller chercher le plus long, ce qui est le plus endurant, parce qu'en fait, des fois, pour bien faire les choses, ça prend du temps et malheureusement, c'est pas le cas. Pour toi, pour revenir un petit peu au 10 kills, excuse-moi, je fais une petite ouais, pas digression. de souci. Pour le 10 kills, c'est quoi les qualités pour toi qui sont nécessaires justement pour nos auditeurs? Eh ben, écoute, pour moi, pour courir le 10 km, faut être assez complet justement, parce on pourrait croire que c'est une distance, voilà, c'est rapide, c'est enfin, pour un athlète comme moi, c'est environ 30 minutes d'effort, plus ou moins. Donc on peut se dire, ouais, 30 minutes, c'est vrai que c'est rapide par rapport à un marathon où tu vas courir en plus de 2 heures. Mais, euh, mais voilà, ça demande autant de vitesse que d'endurance, je trouve. Euh, donc vraiment, faut savoir maîtriser ces deux points-là, je trouve. Euh, Moi, mon grand fort, c'est l'endurance, c'est le fait que effectivement, je suis plus axé sur le volume et j'aime beaucoup travailler mon système aérobique pour justement avoir une grosse caisse, comme on dit, et après pouvoir plus facilement tenir des allures difficiles sur le long. Donc moi, je mise plutôt là-dessus à l'entraînement, mais on pourra en reparler. Après, il faut quand même aussi de la vitesse. Pourquoi? Bah, parce que typiquement de mon expérience, j'ai remarqué que la vitesse c'était aussi important sur 10 kills. Typiquement à des moments stratégiques, en fait un 10 km c'est quand tu vises la compétition, hein, bien sûr, quand tu vises vraiment la performance comme moi, euh, ça arrive que souvent je peux jouer aux avant-postes sur les 10 km, voire gagner les courses. Et par exemple, à la prom classique, j'aurais pu faire une deuxième ou une troisième place, non, une troisième place, pardon, il restait une troisième place, les deux favoris étaient partis. Et en fait, je me suis fait battre au kick. Et le kick, c'est typiquement, c'est qui m'est passé devant. C'est des mecs qui courent sur du 1500, du 3000 et qui savent kicker, qui ont des grosses pointes de vitesse. Donc en fait, la vitesse, ça va aussi te servir dans des moments comme ça, ou aussi pour mieux savoir gérer des départs forts, pour bien te placer, pour envoyer des relances aussi, pour essayer de faire une cassure par exemple. Là, il va falloir de la vitesse. Et, euh, et après, je pense que aussi l'endurance avec ça, c'est très important parce que 10 km, ça paraît court, mais il faut les faire quand même, les 10 km, il faut les tenir. Et à contrario,
aussi souvent vu enfin, j'ai souvent fait face à des athlètes qui n'avaient pas forcément de référence sur route et qui étaient plutôt sur des distances 1500 mètres, 3000 mètres, voire 5000 mètres. Et moi là, avec voilà mes chronos sur route, qui à contrario avait jamais fait trop de pistes, et bah, j'ai déjà battu des gars comme ça et je les ai déjà vus craquer au 3e kilomètre parce qu'ils sont partis forts avec nous et que derrière en fait ça suivait pas, l'endurance suivait pas, le corps était pas habitué à produire un effort de plus de 20 minutes, 15 ou 20 minutes, tu vois, et du coup ça bloquait. Et là-dessus, bah, c'est plutôt l'endurance qui va jouer. Donc ouais, je pense que vraiment les deux sont importants et moi j'essaye en tout cas de travailler les deux, même si la vitesse pure, ça reste pour moi mon plus gros défaut, on va dire. On en reparlera de toute façon après dans l'entraînement. Et pour avoir une idée aussi de la gestion des courses, combien tu fais pour toi l'idéal, combien de 10 kilomètres et de semis tu intègres dans ton année? Comment tu organises un petit peu ta planification? C'est vrai que moi je vois beaucoup de personnes qui enchaînent les courses. Je leur dis Mm. c'est. Après, voilà, tout dépend dans quel état d'esprit aussi, je pense, on les prépare parce qu'il y a faire une course à bloc et faire une course pour sentir un peu les sensations, s'entraîner, pas forcément aller chercher des vraies allures. Donc toi, c'est quoi ton état d'esprit vis-à-vis de ça? Ouais, alors moi je jette pas la pierre aux personnes qui aiment prendre des dossards parce que c'était le cas pour moi, hein. Avant, je prenais énormément de dossards. Je crois une année j'ai pris plus de 35 dossards. Ouais, c'est un truc de fou. Et Tout ça c'est vrai bloque? que non, bah Non. pas forcément, mais toujours dans l'esprit d'essayer de performer, hein. Où j'ai peut-être dû en faire deux ou trois pour accompagner des gens, mais le reste c'était dans l'esprit de performer, ouais, parce que moi je suis un vrai compétiteur, donc ouais. Après il y avait des trails, il y avait des courses à saucisson, voilà, c'était pas que des trucs très très compétitifs, mais bon, j'ai quand même fait une énorme année. C'est vrai qu'avec le temps, puis aussi avec le conseil de mes précédents coachs, je me suis quand même calmé parce qu'on m'a beaucoup dit, bah voilà, si tu fais trop de courses, tu gâches ton potentiel en fait et tu peux pas te préparer correctement. Ce qui est vrai parce que bah, typiquement, si on veut préparer un 10 km pour performer, pour faire un chrono, eh ben il va falloir aller entre 4 et 6 semaines, ça peut le faire par exemple. Et dans ces 4 et 6 semaines, bah, si tu vas caler une course, puis une autre course, bah, en fait, tu sais que si tu fais ta course les 2-3 jours avant, tu vas pas forcément faire d'intensité, donc tu vas perdre 2-3 jours. Tu vas aussi diminuer ton volume pour arriver un peu plus en forme à ta course. Donc au final, ta semaine, il y aura moins de kilomètres. Et si tu fais ça 2-3 fois, même une ou deux fois dans ta prépa, bah en fait ta prépa elle va en pâtir de ces dossards. Après, comme tu l'as bien dit, on peut aussi faire ça intelligemment, c'est-à-dire faire des courses de préparation. Ça m'est déjà arrivé que mon coach me dise bah voilà, cette semaine tu as cette séance et puis tu as ta sortie le dimanche, faut que tu fasses 140 km. Et bah j'ai juste dit à mon coach, écoute, moi j'aimerais bien mettre un dossard dimanche, je fais les 140 km. Euh, la course de dimanche, ça me servira de sortie de troisième séance. Mais voilà, je la ferai avec la fatigue. Je sais que j'aurai 130 km dans les jambes. C'est pas grave et je ferai ce que je peux. Et des fois, j'ai réussi des courses comme ça en arrivant avec 120, 130 km dans les jambes. Mais j'étais conscient de ça. Et c'est parce que aussi, je voulais pas que ma prépa elle en pâtisse de cette course. Donc en fait, faire beaucoup de courses, c'est bien, mais après, faut savoir ce qu'on veut. Donc si on veut vraiment progresser, faut au mieux éviter ou au pire mettre des courses, comme je l'ai dit, en mode prépa, en bonne intelligence. Et, euh, et puis voilà. Après, si c'est juste pour se faire plaisir, enchaîner les dossards, voilà, il y a pas de souci. Mais dans un optique de performance, c'est vrai qu'il vaut mieux limiter les dossards. Tu vois, quand j'ai couru 28-52, qui est pour moi une perf énorme, hein, pour moi, voilà, franchement, c'était mon objectif final dans ma carrière de coureur, de passer sous les 29, je l'ai fait, donc je suis super content. Et bah, pour réaliser cet objectif, mon record c'était 29,05. Pour réaliser cet objectif, je suis allé au Kenya pendant 5 semaines. J'ai pas pris de dossard pendant, je pense, un mois et demi ou 2 mois parce que j'étais au Kenya. Puis avant, j'avais pas trop pris de dossard. Et après, j'ai fait ma course et j'ai réussi quoi. Donc la preuve que ça marche. Donc voilà, après c'est Et
Pour toi, C'est comme l'idéal en termes dans la saison, comment tu ferais en termes de, si même tu es curieux aussi de faire des semis, si tu avais un objectif peut-être de faire un semi, un 10 km mm. en allant chercher ton PR, comment tu l'articulerais? Et ben après, moi ça va surtout être par période. J'essaye de périodiser dans le sens où, par exemple, là tu vois, je sais que les courses que je vais faire en début de saison, donc de septembre à, on va dire, novembre, décembre, ça va pas forcément être des courses où je vais aller chercher mon record. Pourquoi? Parce que je peux pas le dire pour le moment, mais je vais faire un semi en septembre à un endroit où le semi, je sais très bien que je ferai pas mon record là-bas parce que de une, il n'y a pas de grosse densité autour de mon record, et de deux, le parcours c'est pas le plus roulant. Donc en fait, c'est des courses où je vais me dire, bah là, je vais chercher le podium, je vais chercher la gagne. Donc c'est des objectifs un peu différents. Donc là, de septembre à novembre, ça va être un peu des courses comme ça, des courses où je vais plus aller chercher une première place, un podium, à me classer, plutôt qu'aller chercher mon record. Après, normalement, je repars au Kenya en décembre pour préparer la prom. Et là, la prom, par contre, ça sera vraiment dans l'objectif d'essayer de battre mon record ou de m'en rapprocher le plus. Donc là, je vais voir les choses différemment et bah, je vais faire mon mois au Kenya. Et au Kenya, je prendrai pas de dossard. Donc, et quand je rentre du Kenya, je cours à la prom. Donc voilà. Et après, pour terminer, j'aime bien souvent faire, enfin, en tout cas, ça a marché pour moi, hein, tu vois, c'est ce que je dis. Moi, je suis pas coach, j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. Je parle vraiment de ma propre expérience. Et moi, tu vois, l'enchaînement, je sais que j'arrive à bien être en forme en fin d'année. Tu vois, j'arrive à, pendant les fêtes, je sais pas, j'aime bien m'entraîner pendant les fêtes. Personne aime ça parce qu'ils disent, ouais, il y a les fêtes, on peut pas manger de chocolat. Moi, ça m'empêche pas de manger des chocolats. Juste, je m'entraîne plus. Et le nouvel an, après, moi, je suis pas fêtard, je suis plus fêtard du moins. Donc voilà, je fais rien de spécial. On fait un bon repas avec ma copine et à la limite à 22h30, on dort. Donc, j'ai envie de te dire, Noël et le Nouvel An, moi, ça m'empêche pas de m'entraîner. Et c'est une période justement où je suis très en forme. Et j'aime bien du coup faire l'enchaînement prom classique semi de Barcelone, qui est mi-février, le semi de Barcelone. Ça me permet de récupérer de la prom, de relancer une prépa semi et de surfer sur la forme que j'ai après la prom. Et à chaque fois, je fais record à la prom, record au semi de Barcelone. Ça fait 2 ans que ça se passe comme ça. Et voilà, j'espère que ça se passera encore comme ça cette année, parce que je vais essayer de refaire la même chose. Mais du coup, pour terminer, voilà, la première partie de saison jusqu'à décembre, ça va plutôt être des courses plaisir, retrouver mon niveau de forme, essayer de faire des belles places, voire gagner des belles courses. Et après, à partir de décembre, je pars en stage au Kenya ou pas, hein, mais au pire, je lance ma prépa. Et janvier, février, là, j'essaye de battre mes records. Donc, il y aura moins de dossards en conséquence, vu que je vais essayer de battre mes records. Mais par contre, au début de l'année, de septembre à décembre, j'ai prévu peut-être 2 dossards par mois, tu vois. Et Voilà. tu conseilles du coup de faire d'abord plutôt un 10 km et après un semi ou semi 10 km pour toi c'est quoi ta logique? Enfin, pour toi, tu parles pour toi toujours bien sûr, mais pourquoi Ouais. pas l'inverse par exemple? Bah, alors je dirais si t'as pas trop le temps, ça veut dire si t'enchaînes la semaine d'après les deux compètes, c'est peut-être mieux de faire, je saurais même pas dire, parce qu'en fait un semi, tu peux prendre plusieurs jours pour récupérer, mais je pense qu'au bout de 5-6 jours t'as récupéré. Après, ça dépend vraiment de chacun. Mais après le 10 il fait mal quand même. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire le 10 et le semi, Ok. parce que le 10, enfin en tout cas moi je récupère beaucoup mieux d'indices, que ce soit musculairement parlant, Hmm. psychologiquement parlant, tout ce que tu veux, système nerveux, je récupère beaucoup mieux d'indices qu'un semi où tu vois finalement l'allure semi, elle est très proche de mon allure 10 à 10 secondes au kilo près, mais l'effort il est x2, donc c'est beaucoup plus traumatisant et psychologiquement parlant, je trouve que tu puisses plus aussi. Donc je mettrais Ouais. plutôt le semi en deuxième si t'as pas le temps. Après, si tu as le temps, si comme moi, tu as un mois et demi entre les deux, il n'y a pas de règle, hein. C'est une prépa. Si tu fais ta prépa 10 pour préparer ton 10 en premier, ou une prépa semi pour préparer ton semi en premier, franchement, il n'y aura pas de grande différence. Moi, quand je passe d'une prépa 10 à une prépa semi, il n'y a pas 50. Enfin, c'est pas des gros changements, hein. Les allures, elles sont assez proches. Voilà, je fais peut-être un peu plus de vitesse sur une prépa 10, mais globalement, les deux prépas, elles se ressemblent beaucoup et elles se complètent bien. Donc, j'aurais tendance à dire l'ordre, peu importe, quoi.
Et si tu as le temps. justement, on va rentrer un peu dans ta prépa pour le 10 kilomètres. Comment elle s'articule? Quel volume déjà tu arrives, enfin, ton pic de volume, ton intensité, comment ça se passe? C'est combien de temps aussi? C'est quoi, 2 mois de prépa à peu près, un peu plus? Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu fonctionnes? Ouais, alors encore une fois, je suis. Attention pour les auditeurs, hein, ne faites pas forcément ce qu'il va faire, mais c'est juste pour Ouais, donner des conseils et des idées pour structurer vos entraînements, bien sûr, en intelligence et en étant bien progressif. c'est Je fais un ça, c'est petit. c'est Voilà, ce que j'allais dire. bien sûr. J'allais dire la même chose. Moi, je suis pas forcément un exemple. Mes coachs, ils sont beaucoup tirés les cheveux avec moi, donc c'est pour ça que je dis je suis pas forcément un exemple. Même si je sais comment ça marche pour performer, ouais, je suis assez têtu, puis j'aime courir en fait, donc mais avec le temps, je progresse. Mais bref, tout ça pour dire, si on prend ma dernière préparation pour la prom classique que j'ai faite au Kenya, bah, voilà, je pense que j'ai beaucoup trop couru. Voilà, je suis arrivé au Kenya, j'ai dû faire une semaine d'acclimatation autour de 165-170 km. Après, je suis monté à 185, 195, j'ai fait un pic à 205 et je crois ma dernière semaine, je redescends à 180. Donc, tu vois, n'importe qui verrait ça, il se dirait, mais lui, il prépare un marathon ou même un 50 km, je sais pas. Bah non, je prépare un 10 km. Mais après, voilà, en général, tu vois souvent deux écoles. Plutôt l'entraînement un peu à la française, autour de la VMA, un peu moins de volume, des séances un peu plus difficiles, on va dire. Et puis plus l'école un peu plus à l'américaine ou à la norvégienne ou ce que tu veux, mais un peu plus basée sur le volume, sur le seuil. Des séances un peu moins difficiles, mais beaucoup de doublettes et beaucoup de volume. On a un peu ces deux trucs-là. Après, on a aussi des coachs qui font des bons mix des deux. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux dans le fond. Mais moi, voilà, je suis beaucoup plutôt sur la méthode volume. C'est ce que j'aime faire aussi à l'entraînement. Il faut aimer, enfin, il faut vraiment aimer ce qu'on fait à l'entraînement si on veut durer aussi. Il faut pas se forcer à faire telle ou telle séance. Même si des fois il faut se forcer, il faut pas trop se forcer non plus, parce qu'après on peut vite être dégoûté. Et voilà, du coup au Kenya, bah, j'ai beaucoup couru. Je faisais, on va dire, 2 séances par semaine sur piste. Et puis avec des allures en contrôle. Donc quand je dis des allures en contrôle, moi je me sers beaucoup des allures de course. Donc allure sur marathon, allure sur semi-marathon, sur 10 km, sur 5 km et sur 3000 mètres. Voilà, c'est le panel d'allures que je me sers à peu près sur mes séances. Donc je faisais souvent une séance plus de vitesse, une séance un peu plus seuil, et après je faisais une sortie longue le dimanche avec de l'allure. Et entre-temps, bah, je rajoutais des footings cool pour rajouter du volume. Voilà, j'ai un peu fonctionné comme ça. Euh, Après, si on prend une prépa que j'ai faite l'année dernière quand j'étais en France, parce que le Kenya, c'est pas forcément aussi le bon exemple, hein, parce que on n'a pas tous les conditions du Kenya pour s'entraîner. Mais en France, sur une prépa 10 km, je tournais plutôt aux alentours des 140, 150 km. Donc c'est déjà plus un truc un peu plus raisonnable, on va dire. Mhm. Même si ça reste quand même un beau volume pour du 10K. Et pareil, bah, l'année dernière, typiquement, j'ai testé le double seuil quand je me faisais entraîner par Maxime Lopez encore. On a fait 3 semaines de double seuil avant la prom classique. Euh, Tu peux nous expliquer le double seuil ouais, pour ouais, les auditeurs? bien sûr. Bah, le double seuil, en fait, c'est 2 séances dans la même journée, 2 séances qui vont être en contrôle, donc des séances dites de seuil. Euh, on va faire une séance le matin qui va plutôt être euh, une séance courte. Donc typiquement, moi ce que je faisais avec mon coach, c'était entre 15 et 20 fois 400. Donc beaucoup de répétitions sur les 400. Mais comme je le disais, des allures en contrôle. Donc les 400, tu les fais allure 10 km par exemple. Donc c'est plutôt simple. Tu te mets pas trop dans le rouge. Et le soir, en fait, tu refais une seconde séance qui va être également au seuil. Et nous, on faisait souvent le soir une séance plus longue. Donc là, par exemple, du 4 x 2000 ou 5 x 1500, quelque chose comme ça, avec des intervalles plus longs. Et plutôt autour des allures marathon. Donc voilà, ça reste en contrôle. Euh, Après, le double seuil, c'est quand même très éprouvant comme méthode d'entraînement. Moi, tu vois, je ne l'ai pas refait depuis. C'est
quand je travaille et tout, ça me prend beaucoup d'énergie. Et puis, faut faire attention à la blessure aussi. Donc, si on fait ça, il faut vraiment savoir contrôler ses allures et vraiment être prudent. C'est aussi peut-être faire moins d'intervalles au début, tout ça. Parce que pour moi, ça a bien marché, mais je sais que j'ai vu plusieurs athlètes se faire des fractures de fatigue ou des choses comme ça en faisant trop de double seuil. Donc Bien sûr. ça peut être aussi Oui, très épuisant. à bien gérer dans la saison. Souvent, on parle de plus on est loin de l'objectif, moins on va être spécifique et plus on se rapproche justement de l'objectif et on va travailler sur des allures et des vitesses qui vont nous correspondre par rapport à la course. Toi, à proximité justement, donc dans ce dernier mois de prépa, tu continues quand même à faire du travail de vitesse à très haute intensité ou est-ce que la majorité quand même de ton entraînement, c'est comme tu l'as dit, plutôt des séances de seuil avec des allures proches du 10K ou tu vas quand même continuer à intégrer un travail VMA après, on le dit toujours, ça dépend de chacun, etc. Mais toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Non, j'essaye toujours de garder un peu de vitesse, ça c'est sûr. Voilà, enfin je m'entraîne plus ou moins toute l'année, donc c'est vrai que je suis suivi aussi par un coach toute l'année, à part l'été où ça m'arrive de couper un peu. Mais quand je coupe carrément les séances en fait, que ce soit du seuil ou de la VMA. Voilà, si je coupe l'été, c'est en général, je continue de courir, mais je fais que des footings et j'arrête totalement les séances. Et puis sinon, après, quand je suis en période d'entraînement, j'essaye de faire un peu des deux, quoi. Donc, Un ouais, peu de seuil et un peu de un peu de VMA seuil, aussi. un peu de VMA. Tu pourrais Après, nous, ouais, tu mes, pourrais nous partager excuse-moi de te couper, mais deux, trois séances pour nos auditeurs, une ou deux séances pardon, de VMA et une ou deux séances de seuil, comme tu l'as décrit précédemment. Ouais, bien sûr, VMA, c'est souvent des 400, des 600, des 800. Voilà, je les fais sur piste souvent, donc on essaye de faire des intervalles entre 400 et 800, on va dire. Et après, c'est sur par exemple, pour les 400, si je fais un VMA, ça va être 10 ou 12 fois, hein, pas plus, avec une minute de récup, une 15. Et je vais essayer de tourner les 400, voilà, dans les 1,5, 1,4, par là, je pense. Donc là, c'est plus des allures où je vais être ouais, plus dans le dur, on va dire. En termes de Euh, difficulté sur 10, tu dirais combien? Un 8-9? ouais, 8-9, ouais, c'est ça. C'est ça, après, ouais, c'est ça. Et puis après, si je vais faire du seuil, ça va être plus, comme je te disais, du travail sur des allures de course. Typiquement, là, je peux te dire ce que j'ai cette semaine tout de suite. Mais typiquement, là, mon coach, il m'a mis une séance où on va travailler. Tu vois, là, j'ai 500 mètres allure 10, ensuite 3000 mètres récup 1, ensuite 3000 mètres allure marathon, récup 3, et ensuite 2000 mètres entre l'allure semi et l'allure marathon, et ensuite 1000 mètres allure semi, récup 1,30, et après 500 mètres à bloc. Tu vois, ça peut être un exemple de séance. Donc là, ça mélange même un peu. Tu vois, quand je suis autour des allures 10, c'est pas non plus hyper facile. Le dernier 500, il m'a laissé allure libre, donc l'idée c'est d'essayer d'envoyer un peu. Donc là, c'est un peu une séance mixte, on va dire. Et puis après, mes semaines, elles se ressemblent beaucoup dans le sens où on fait souvent une séance de ce type-là avec des intervalles un peu plus longues. Donc là, on va de 500 à 3000 par exemple, plutôt sur des allures de course. Après, on va faire une séance avec des intervalles plus courtes, plutôt sur des allures VMA, comme tu le dis. Et après, on va toujours faire la sortie longue, où là, je vais travailler un peu plus le seuil, la caisse. Donc, sortie longue, donc voilà, minimum 18 km. Et dans ces 18 km, on va faire par exemple 2 fois 15 ou 25 minutes, je sais pas, à 3,25, 3,30, un truc comme ça, ou 2 fois 15 autour de l'allure marathon ou marathon un peu plus. Et voilà. En général, mes semaines, elles s'articulent comme ça. Après, ça dépend aussi des périodes. Tu vois, j'ai eu Maxime
qui était un coach qui était plus axé. C'est avec lui que j'ai fait du double seuil. Je sais qu'avec mon coach actuel, je ferai pas de double seuil parce qu'il a pas forcément la même philosophie aussi. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Quoi. Ok. Mais c'est vrai que le piège qu'il peut y avoir, surtout pour les débutants, c'est de se dire je fais un 10 km, ce qu'il me faut, c'est travailler ma VMA. C'est vrai que moi, je le vois souvent dans les retours que j'ai avec mes patients. C'est souvent, j'ai fait mon test, j'ai ma VMA, je vais faire une séance VMA, et après, ils font des footings faciles. Mais au final, ils travaillent très peu leur vitesse de course. Ça, toutes les semaines, quand même, tu essayes d'intégrer ça parce qu'il faut l'expliquer aux auditeurs. Il y a un but d'économie aussi à cette vitesse-là, hein. Plus on va travailler à cette vitesse-là, plus on va être économe. Comment tu les fais? Comment tu le conseillerais aussi un petit peu à nos patients, à nos auditeurs? Plutôt commencer par des volumes courts à cette vitesse-là, donc 10K, et progressivement en faisant du fractionné, parce que c'est vrai que les gens, quand on entend fractionné, souvent on pense VMA, mais non, en fait, fractionné, c'est juste une différence d'intensité entre une vitesse qui peut être un peu plus lente et une vitesse un peu plus soutenue. Donc, on peut faire peut-être une séance. Par exemple, qu'est-ce que tu pourrais proposer en termes de vitesse de séance à l'allure? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour nos auditeurs s'ils veulent tester et qu'ils ne le font pas dans leur prépa, tu vois? Et l'importance que ça a aussi pour toi. Désolé, c'est une question un peu longue. Non, pas de souci, j'ai bien compris. Déjà, je pense que, comme tu dis, les gens qui sont un peu, on va dire, matrixés par la VMA, je sais pas trop comment dire, mais voilà, qui pensent que la VMA, vraiment, c'est indispensable pour progresser. Déjà, en fait, quand tu fais des séances VMA, vu que tu es à VMA, justement, c'est une allure où tu n'es pas à l'aise, que tu peux pas tenir très longtemps. Donc, en fait, ça va souvent être des intervalles courts, des 200, des 400, des 600 à la limite. Et c'est là aussi où ça va être problématique. Parce que moi, quand je travaille le seuil ou quand je travaille sur les allures de course, c'est souvent des intervalles longues. Et en fait, comme tu l'as bien dit, quand tu travailles sur des intervalles longues, déjà, tu vas travailler ta foulée, tu vas travailler ton économie de course, comme si tu étais en condition de course, parce que tu vas explorer les distances, enfin les allures, pardon, marathon, semi-marathon, 10 kills, 5 kills. Donc en fait, tu vas habituer ton corps déjà à tes allures de course, travailler, comme tu dis, ta posture, ton économie de course, etc. sur des intervalles qui vont aller jusqu'à 10-15 minutes. Parce que si tu fais un 3000 autour de 4 kills, tu es presque à 15 minutes d'effort. Et c'est une chose qu'ils vont pas travailler s'ils font que des 200 ou des 400 au carton à la VMA. Ils vont juste être à bloc pendant un peu plus d'une minute et ça s'arrête là. Donc je pense que voilà, on travaille pas assez la caisse en fait finalement. Et pour bosser la caisse, vraiment le fait de savoir tenir ses allures de course sur une longue durée, il faut aussi passer par des intervalles longs, des entraînements qui vont durer longtemps et qui vont. Je me base un peu aussi pour aider, tu vois. Ça peut être un bon indicateur sur le volume de ta séance. Donc en gros, par exemple, si mon coach il va me dire t'as 6 fois 2000, je sais que je vais avoir 12 km de volume de séance à l'allure course. Donc en fait, les 2000, je vais peut-être les tourner autour de l'allure semi. J'aurais fait 12 km allure semi dans ma séance. Voilà, c'est une bonne séance. Alors que par exemple, si tu fais ta séance VMA, tu vas faire 10 fois 400, ton volume, il va être de 4 km seulement contre 12 km pour ma séance. Et au final, la séance 6 fois 2000, elle va peut-être être en ressenti moins dur que la séance en plus 10 fois 400. Mais voilà, moi j'essaye de garder, pour mes séances longues, encore une fois c'est ce que je fais, j'essaye d'avoir au moins 10 km de volume. 10 km de volume de séance. Et puis après pour les séances courtes, voilà, déjà quand tu as 4-5 km autour de la VMA, c'est bien. Mais tu peux te servir de cet indicateur-là, enfin moi je m'en sers pour essayer de voir en fait si tu travailles assez tes allures de course ou pas, quoi. Mais c'est vrai que moi, je tenais à le dire parce que c'est vrai que c'est aussi un facteur de blessure, hein, les séances VMA, surtout chez les débutants. Les gens, ils veulent se lancer sur un 10 km, ils courent très peu. Peut-être ils commencent par 10 km par semaine en faisant 3 sorties des fois ils font 2 fois 5 et ils veulent absolument intégrer une séance de VMA et de vitesse. Non, franchement, la priorité, elle n'est pas du tout là. Je pense que c'est mieux déjà d'augmenter progressivement le volume
d'instaurer doucement du fractionné à des vitesses justement de course, pourquoi pas, mais ça sert à rien d'aller direct. Enfin, après, c'est mon avis personnel, justement, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Pour un public un peu plus débutant, qu'est-ce que tu leur conseillerais si, par exemple, ils ont 3-4 séances, qu'ils n'ont pas la chance de faire, tu vois, une VMA, un seuil, une sortie longue? Sur quoi tu les orienterais plutôt avec ton expérience et ton recul? Et ben, déjà, s'il y a des débutants pardon, qui nous écoutent, moi je conseillerais de rester très progressif dans l'augmentation du volume. Parce que voilà, enfin, moi il faut savoir que quand j'ai parlé il y a 10 minutes de 200 km au Kenya, 150 km en prépa 10 km, il faut savoir que ça fait 10 ans que je cours et mes 4-5 premières années, mon volume moyen hebdomadaire, il n'était pas de plus de 100 km. Donc il m'a fallu du temps pour pouvoir encaisser les 100 km par semaine, qui est déjà une belle étape. Et après, pour passer ensuite aller à 130, 150, puis 200, hein, c'était la première fois que je faisais 200 au Kenya. Voilà, il m'a fallu du temps et ça, faut faire attention. Donc, soyez très progressif déjà dans l'augmentation de votre volume. Je veux dire par là, il ne faut pas passer de 2 séances par semaine à dire bah tiens, j'ai écouté cet athlète-là, il court 28 au 10 000, donc je vais courir 150 bornes ou du moins je vais essayer de me rapprocher des 100 km par semaine. Non, il faut savoir être patient dans ce sport. Et voilà, on peut augmenter tous les 3-4 mois, rajouter un petit 10 km footing, voir comment ça se passe. Si tout est bon, on peut garder et puis augmenter vraiment progressivement, mais pas faire vraiment de gros delta, quoi. C'est là où on va risquer la blessure parce que le corps il va pas comprendre. Donc voilà, ça c'est un premier conseil. Et puis après, si on n'a pas le temps, j'aurais tendance à dire peut-être faire des séances hybrides, ça peut être bien. J'en ai pareil quand j'étais coaché par Max. Ça arrivait qu'il me faisait des séances hybrides. Alors c'était pas par manque de temps, mais c'était des séances vraiment où je travaillais un peu de VMA, un peu de long. Ça m'est arrivé de faire des séances où je faisais par exemple aller 8 fois 300, ensuite je faisais un 3000, ensuite je faisais 8 fois 400 et ensuite je terminais avec un autre 3000, tu vois. Et bah, les 8 fois 300, c'était plus allure proche 5 km, 3000 mètres. Donc voilà, c'était peut-être pas forcément VMA, mais c'était quand même assez rapide. Et après, le 3000, c'est plus en contrôle, peut-être plus autour entre l'allure semi et l'allure marathon pour pouvoir justement, entre tes deux blocs d'intervalle court, mettre un peu une contrainte où tu vas avoir une allure à tenir pendant 10 minutes qui est un peu ton allure de course. Et après, paf, tu repars sur du court et hop, tu finis avec une autre intervalle longue. Donc c'est sûr, ça fait des grosses séances. Donc il faut aussi faire attention à ça. Mais toujours, on peut adapter, hein. Au lieu des 3000, tu mets un 1500. Au lieu de 8 fois 400, tu mets 6 fois 400 deux fois. Voilà, on peut toujours adapter. Mais peut-être voilà, essayer de faire des séances hybrides où tu travailles un peu les deux. Et après, aussi essayer de garder la sortie longue le dimanche. Je pense que c'est important de faire une sortie longue. Pourquoi? Parce que le dimanche, normalement, le dimanche matin, on a plus ou moins tous le temps. La sortie longue, c'est bien parce que déjà, en plus, le dimanche, tu trouves souvent des potes pour aller courir, tout ça. Tu es plus facilement motivé. Ensuite, la sortie longue, ça va te permettre d'augmenter ton kilométrage hebdomadaire facilement le dernier jour. Et ça va aussi permettre, vu que c'est le dimanche, tu es tranquille, de pouvoir peut-être mettre un peu d'allure aussi. Comme ça permet de compléter une séance ou quoi. Moi, je mets toujours de l'allure dedans, ça dépend. Des fois, c'est plus ou moins dur, mais j'essaye toujours de mettre une allure. Tu peux mettre des intervalles longs, des blocs de 10, où tu vas. Franchement, tu peux même travailler à la sensation. Tu vois, tu te dis, allez, je fais un bloc de 10 ou je fais allure libre. Mon coach, il me met parfois ça. Allure libre. Et juste, tu travailles à la sensation, surtout quand tu es en reprise. Et puis après, là, sinon, voilà, tu peux faire 2 fois 10. Puis après, ça dépend aussi de ce que tu prépares, de tes objectifs. Mais ouais, je pense que la sortie longue, c'est important parce que voilà, ça te rajoute du volume, ça te permet de travailler ton endurance. Et si tu rajoutes un peu des blocs d'allure dedans, c'est encore mieux. Et après, si on n'a vraiment pas le temps, bah ouais, peut-être essayer de bricoler une séance un peu hybride où on arrive un peu en forme et voilà. Nickel. Mais Après, surtout, le temps, j'ai c'est envie ça, de te dire, le il faut le temps, trouver. si on est motivé, On le trouve. normalement on le trouve.
Ouais, Tu bien te sûr. lèves plus tôt le matin, voilà, enfin, j'ai pas d'enfant, je peux pas juger ou quoi, mais j'ai quand même une vie vraiment à 100 à l'heure. Voilà, j'ai un boulot, je travaille 39 heures par semaine. Je suis en couple hein, avec quelqu'un. Là, d'ailleurs, on est en train d'acheter une maison. Enfin, j'ai plein de choses. J'ai ma chaîne YouTube à gérer, j'ai mes enregistrements de podcast, j'ai mon taf qui est prenant. Et pourtant, j'arrive à faire ce volume-là. Donc après, voilà, je dis pas que mon sommeil est parfait, que tout est parfait, mais si on veut le temps pour s'entraîner et qu'on est motivé, normalement, on le trouve. Bien sûr. C'est juste, je rajoute sur l'augmentation du volume. On avait reçu, Blaise Dubois, peut-être que tu dois sûrement connaître, de la Ouais, ouais, clinique ouais. du coureur et pour les auditeurs qui nous écoutent, je le rappelle, rajoutez plutôt de la fréquence, donc c'est-à-dire, essayer de courir si vous êtes débutant, de rajouter au début des petits footings et progressivement allonger ces petits footings de plus en plus. Ne vous dites pas: «Je cours 2 fois par semaine et je vais passer de 5 à 10 kilomètres». Non, non. Ouais. Essayez vraiment de lisser un petit peu votre effort. Plus vous allez courir régulièrement, plus votre corps va s'adapter et plus vous allez être capable d'augmenter le volume. Je ferme la parenthèse par rapport à ça. Ah Mais non, mais clairement, ouais, voilà. clairement, c'est comme l'augmentation du volume hebdomadaire finalement. C'est tu vas pas passer de 50 à 120 km. Là, c'est pareil, tu vois, si tu as l'habitude de courir 5 km, tu vas pas passer à 2 fois 10. Ouais, les deux Bah, facteurs de blessure, c'est ça, c'est une augmentation trop ouais, excessive du volume bah ouais. hebdomadaire et de la séance en elle-même, c'est-à-dire donc Mm, de passer de 5 à 10 ou au volume hebdomadaire de passer de 10 à 30 d'un coup. C'est mm. vraiment les deux facteurs à bien gérer. Et par rapport à plutôt, si on recule un petit peu maintenant, dans ta gestion un petit peu de la saison, est-ce que tu travailles par cycle? Tu vois, toi, tu te définis comme un coureur plutôt endurant avec un gros volume, mais il y a peut-être une petite, je me permets, hein, excuse-moi, mais c'est vrai que j'ai pas du tout ton niveau, mais avec peut-être une qualité de vitesse, peut-être pas optimale à tes yeux. Bien sûr. Comment tu articules ça du coup en dehors de ta saison? Tu vas travailler sur ces qualités, peut-être un peu plus de VMA et plus tu vas te rapprocher et moins et tu vas réduire un petit peu ça? Ou est-ce qu'au contraire en off saison, tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume à basse intensité et progressivement tu augmentes ton intensité au fil du temps en réduisant le volume? J'ai ma Ouais, réponse, mais ouais. C'est une bonne question. Ouais. Après, c'est sûr que la vitesse, c'est pas mon point fort, hein, tu peux le dire, y a pas de souci. mais je me permets Euh, parce que je pense que je suis un ah, fer à repasser à côté de toi, mais c'est pas ah, grave. t'inquiète, y a pas de souci. Non, non, mais c'est vrai, la vitesse pure, c'est pas mon fort parce que à chaque fois, je me fais kicker. Les fins de course, je suis mauvais. Si je pars pas au septième, j'arrive pas à gagner. Enfin, donc ouais, ouais, ça, je suis bien conscient. Euh, Comment je le travaille? Bah, ça, déjà, je suis conscient de ce problème-là. Après, le truc, c'est que tout ce qui est VMA, les distances courtes sur piste et tout, c'est pas forcément ce que je kiffe le plus. Et moi, encore une fois, j'ai beaucoup de cet aspect de plaisir qui est important. Parfois, il peut même passer au-dessus de la compétition parce que je mets vraiment le plaisir en premier. Comme je te l'ai dit, moi, je travaille. C'est pas mon métier de courir. Donc voilà, si je cours avant tout, c'est pour le kiff. Donc c'est vrai que me forcer à faire des séances de vitesse toute l'année, machin, c'est pas forcément très naturel pour moi. Après, j'ai quand même la saison dernière, j'ai quand même voulu améliorer ça, notamment en participant à des compétitions sur piste. Tu vois, j'ai fait mon premier 3000 mètres, 8-23. J'ai fait mon premier 5000 mètres, 14-16. Ce qui est pas dégueu, mais si on prend mon chrono 10 km, mon 28-50, normalement je suis en 13-50 au 5000, tu vois. Et le fait que je fais pas ce chrono-là, c'est qu'il me manque ce spécifique et il me manque cette vitesse-là. Donc ça, j'en suis bien conscient. Donc je voulais refaire une saison de piste. En fait, l'idée c'était de faire ma saison route. Et puis ensuite, à partir de allez, mai-juin, fin mai, début juin, tu commences à avoir des compétitions sur piste. Il y a la saison sur piste qui démarre jusqu'à fin juillet à peu près. Donc le but, voilà, c'était d'être sur route, kiffer ma saison, et ensuite me dire, allez, je me challenge sur un 5000 mètres, j'essaye de faire un 3000 mètres aux interclubs par exemple, et essayer voilà, de faire un peu de spécifique et travailler ma vitesse en fin de saison. Donc je l'ai fait une saison. Là, l'objectif de la saison qui vient tout juste de passer, c'était de battre mes records, mes rêves sur piste, mais malheureusement, je me suis blessé au tendon d'Achille, et du coup, j'ai dû bypasser cette saison de piste. J'ai pas fait exprès, hein, c'est C'est la vérité. et
Donc ouais, j'ai dû totalement bypasser cette saison de piste. Donc là, bah, j'ai perdu une année pour le coup sur cet aspect de vitesse. Après, là, j'ai changé de coach et c'est vrai que j'avais beaucoup de coachs. J'ai eu Max, après j'ai eu un coach qui est basé au Kenya qui ressemblait beaucoup à Max dans la philosophie. Et c'est pas forcément des coachs qui vont mettre énormément de séances VMA, des séances de vitesse. Là, je suis avec un coach français, j'ai changé, qui a un peu plus une philosophie française, même s'il est bien conscient de ce que j'aime et de comment je m'entraîne. Donc je pense qu'en fait, avec cette collaboration, je vais naturellement faire plus de vitesse toute l'année et je vais essayer de garder ça pour déjà compenser le fait que j'ai pas du tout fait de piste cette fin de saison et toujours dans l'optique d'essayer de progresser. Mais voilà, je vais le faire naturellement, je vais essayer de faire une séance par semaine, mais je vais pas non plus me forcer à me dire voilà, allez, il faut que je fasse absolument 2 VMA par semaine, tout ça, faut que je progresse vite. Non, non. Encore une fois, faut rester aussi, même si ça fait 10 ans que je cours, faut aussi rester dans l'idée de la progressivité. Parce que tu vois, là, typiquement, la première fois que j'ai mis les pointes d'athlée, bah, j'avais beau courir depuis 10 ans, j'avais beau avoir des mollets musclés, des ischios musclés. Bah, je peux te dire que les Ça n'a rien crampes à au voir. mollet, au bout de 3 fois 400 avec les pointes, je commençais à cramper au mollet, hein, alors que normalement, je peux te faire des 20 fois 400. Donc voilà, c'est toujours dans une optique de progressivité aussi, de découvrir la piste. Mais voilà, c'est pas mon objectif primaire. Mon objectif primaire, il reste sur route. Et plus je vais vieillir, plus ça sera des distances longues. Donc moins j'aurai besoin de vitesse aussi. Tant mieux. Donc voilà. Ok. Là, c'est vrai qu'après le travail de piste, pour ceux qui ont jamais essayé, notamment le travail de sprint, hein, c'est très 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 contraignant. On avait eu JB Morin, je sais pas si tu connais, qui nous avait Mm. dit que en fait tu développes plus de force en faisant un sprint qu'en soulevant ton max sur une Ah ouais. barre à la muscu, ça a rien à voir. Ouais, bien sûr. Et allez tester ça, faites une séance de sprint, vous verrez les courbatures le lendemain. Bon, soyez toujours progressif, hein, comme l'a dit Anthony. Mais c'est vrai que Mm. c'est quand même un critère qui est hyper C'est pas le important. même sport pour moi. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même sport. C'est comme le trail. Mm, T'as beau courir. Pour moi, c'est pas le même sport. Bah, le trail, quand tu vas descendre, si t'es un routard, bah, tu vas t'éclater les cuisses parce que tu fais de l'excentrique et que sur route, t'as jamais eu l'habitude de faire cet effort-là. Et bah, t'auras grave des courbatures aussi le lendemain, tu vois, c'est pareil. Et enfin, pour moi, c'est des sports différents, hein, et c'est bien pour ça qu'il y a des athlètes de haut niveau sur route, il y a des athlètes de haut niveau sur trail, il y a ouais, bien des sûr. athlètes de haut niveau en sprint et c'est pas les mêmes. Et Est-ce que tu c'est intègres vrai. du travail en côte, notamment, c'est qu'on les entend beaucoup en côte en montée, je parle. Là, pareil, il y a un aspect aussi de développement musculaire et de renfort un petit peu, parce que c'est quand même assez intense. Et Mm. même JB Morin nous parlait justement du travail de sprint sur une descente aussi. Parce qu'en fait, Ok. d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard, mais quel aussi est ton facteur limitant sur le 10 km? C'est intéressant. Est-ce que c'est plus un problème cardio-respiratoire? Est-ce que c'est plus les jambes qui lâchent? Est-ce que c'est les deux? Et il est où? Tu la sens où ta faiblesse à ce moment-là, à la fin du 10 km? Ouais, alors bah, le travail en côte, ça m'arrive d'en faire. Pareil, c'est ponctuel, hein, j'ai pas forcément une séance côte par semaine. Ça dépend de ce que mon coach me propose. Euh, Après, là, il faut savoir que cette saison, j'ai commencé à intégrer cet été du renfo. J'essaye de faire une séance par semaine et de m'y tenir avec un coach qui est spécialisé dans le renfo pour le coureur. Donc, au final, tu vois, si je fais une séance de renfo, je vais peut-être faire un petit peu moins de séances côtes, même si les séances côtes, ça peut rester intéressant pour travailler les relances pendant les courses qui sont moins roulantes. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, je pense que je continuerai à en maintenir, mais avec la muscu que je vais faire en parallèle, je vais aussi travailler cet aspect de propulsion, cet aspect de force. Donc, je vais peut-être pas forcément en faire toutes les semaines, hein, comme je te dis, ça sera vraiment ponctuel, mais oui, ça m'arrive d'en faire et j'en ai fait par le passé. Mais là, avec la muscu, ouais, je vais aussi travailler des aspects différents. Et puis après, pour revenir sur ta question concernant ma faiblesse sur 10 km, Enfin, c'est toi je et pense. tout le monde en règle Hmm, générale, hein. Autour de toi, je- les athlètes, qu'est-ce qu'ils te disent aussi? Enfin, est-ce que vous en parlez? ouais, bah, je pense que moi, j'ai une bonne caisse. Niveau de l'endurance, je suis bon. C'est ça, il n'y a pas de souci.
là où je vais devoir plus travailler, bah, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est peut-être ma vitesse pour pouvoir au kick, pouvoir finir fort. Tu vois, la prom, je finis en 2,47 le dernier kilo. C'est bien, hein. J'ai 2,53 de moyenne, je finis en 2,47, donc c'est quand même bien. Ça veut dire qu'il m'en restait un peu et tout. Mais les mecs qui m'ont déposé devant moi, je pense qu'ils finissent en 2,35, 2,30. C'est des pistards les mecs. Et moi j'ai envie de finir aussi comme ça, tu vois. Parce que mine de rien, entre 2,45 et 2,35, t'as 10 secondes. Et à ce niveau-là, les 10 secondes, moi je les prends, hein. Donc franchement, tu vois, travailler la vitesse, avoir un meilleur kick, pouvoir mieux se placer au départ, euh, pouvoir mieux mettre en danger ses adversaires si tu relances aussi, tous ces trucs-là, ça peut me servir pour m'améliorer sur 10 km. Donc ça serait la vitesse. Et aussi peut-être la muscu. Voir, tu vois, j'ai remarqué des trucs. On m'a dit aussi, mais parfois en fin de course, j'ai tendance à m'affaisser un peu sur le côté droit, ma tête qui se penche un peu, et, euh, et Que le tu sens que, gainage. Le... ouais, voilà, et tu sens que mon corps, en fait, il s'affaisse un peu parce que l'effort est dur, parce qu'on est au huitième, septième, huitième, que c'est bientôt la fin de course. Et je pense que je perds en efficacité, je perds en économie de course, euh, et donc je perds en vitesse dans le fond. Ouais, bien Donc, sûr. tu vois, je pense que la muscu, ça peut aussi m'aider si je travaille mon gainage, ma posture, même la force, hein, pour la propulsion, tout Mm. ça. Je pense que vraiment, la muscu, je pars de zéro et du coup, ça peut Ah. que m'aider. Et d'un autre côté, la vitesse aussi qu'il faut que je continue à travailler. L'endurance, franchement, je pense que je suis très bien. J'ai un bon volume et je suis pas sûr que ce soit vraiment le premier pilier de progression qu'il faut que je mette en avant. Ouais. Ouais. Ok, mais tu parles justement de muscu, on va y arriver, hein, bien sûr. Et c'est marrant, tu vois, parce qu'il y a vraiment ce lien en fait entre la force max et le travail de vitesse. En fait, on en parlait juste avant. Tu Mm. vois, tu parles, tu faisais pas de muscu, ton point faible pour toi, tu sens que c'est un petit peu la vitesse. Et au final, les deux sont complètement liés, hein. Donc ça va, je pense que tu vas aussi, bon, on le saura en fin de saison, tu vas avoir des bons gains. Le travail en côte, pour les auditeurs, c'est aussi un travail musculaire, hein, parce on charge beaucoup, notamment au niveau des gastrocs, le mollet, si vous préférez. Et après aussi des séances à tester, ce que nous disait JB Morin, et peut-être tu en parleras à ton coach, son avis sur la question. En fait, Ouais. il disait de faire des sprints sur une petite descente, justement pour travailler cette charge excentrique, hein, et venir en fait derrière avoir moins de fatigue musculaire, pas forcément que pour le trail, mais aussi pour le routard, parce qu'en fait Ouais, ouais. c'est souvent cette charge excentrique qui à la fin fait que il nous manque un petit peu de gaz justement pour avoir ce Mm. kick comme tu dis. Donc Ok. c'est des choses aussi qu'on peut tester, je pense. Pour les après c'est voilà, si vous courez que 40-50 km par semaine, ne faites pas ça. Il y a d'autres priorités, mais je Oui, pense que oui, oui. pour aller C'est vraiment voilà, des c'est petits ajustements aux petits oignons. ben, bien sûr. Et Ouais. juste avant de partir sur la muscu, comment ça se passe, juste ton affûtage, comment tu le mets en place et quels conseils tu pourrais donner à nos auditeurs, à partir de quand tu le fais et quel pic tu vas faire aussi, ça sera intéressant, je pense. Ouais. Eh ben, écoute, moi, comment je fonctionne pour ça? Encore une fois, voilà, moi j'aime bien 2 semaines avant la course. Donc, pas la semaine d'avant course, mais celle d'avant. J'aime bien faire une énorme semaine à ce moment-là. Donc, voilà, faire un gros volume. Donc, voilà, j'ai pas les stats dans la tête, mais je pense que ça m'est arrivé de faire des semaines à 170 km à 2 semaines d'un 10 km important pour moi. Et après, la semaine juste avant la course, bah là oui, là forcément je diminue, bien évidemment, hein. Je diminue, mais je reste quand même actif. Tu vois, je sais que dans mes prépas, j'ai un gros volume. Donc déjà, il faut savoir respecter un certain ratio. Si dans ta prépa, tu as couru 130 km en moyenne, bah ta semaine d'affûtage, tu vas pas la faire à 20 km. Sinon, ton corps, il va rien comprendre. Oui, tu vas te reposer, mais ton corps, il va rien comprendre et ça peut justement limite te fatiguer de rien faire. Ou te mettre vraiment, ton corps se mettre en mode repos et arriver sur la course un peu vaseux, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de faire des affûtages trop agressifs et d'avoir cette sensation-là. Donc maintenant, j'essaye vraiment de garder. Je pense la semaine où j'ai couru 28,50 à la prom, j'ai peut-être fait 100 km de volume au total à la fin de la semaine.
Et je suis peut-être arrivé sur la prom, j'avais 80 km, un truc comme ça, tu vois. Mais en bonne intelligence. Donc déjà, je coupe ma séance, je la mets soit mardi, soit mercredi. Je mets qu'une séance dans la semaine. Je la mets souvent le mercredi parce que c'est moins loin de dimanche, mais il y a encore le temps de récupérer. Ça, je fais souvent un fartlek léger. Tu vois, ça peut m'arriver avant la prom, par exemple, j'avais fait 5-4-3-2-1. Je faisais le 5 minutes allure peut-être seuil, 4 minutes marathon, 3 minutes semi, 2 minutes 10K, 5 minutes un peu plus fort, tu vois, un truc comme ça où tu restes en contrôle. Euh, donc je fais cette séance-là et après je fais que des footings. J'essaye de pas doubler, je vais courir le matin comme d'hab et je fais 10-12 km de jog et j'attends jusqu'à la course. Et parfois je prends aucun jour de repos parce que pour moi faire 10 km de jog à 5 kills c'est comme si je me reposais quoi. Donc voilà un peu comment je fonctionne. Après je sais qu'il y a des gens qui aiment bien prendre un ou plusieurs jours de repos avant la course. Après moi ce que je conseillerais quand même c'est de garder le déblocage de veille de course. Voilà, même si on prend plusieurs jours de repos, toujours faire un déblocage, même si c'est 5-6 km, faire 5-6 km, et puis après faire des petits 30-30 à la fin où on réactive le corps. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, si tu fais une grosse prépa et tout, ton corps est un peu fatigué, bah, si tu te reposes trop pendant ton affûtage et avant la course, ton corps, à la limite, il va se mettre en mode repos et ça peut être contre-productif. Donc, il faut savoir aussi, enfin, du moins grâce au déblocage, c'est un peu l'intérêt, c'est de réactiver tes muscles et de lui dire, bah voilà, c'est bon, maintenant on va courir, on va avoir besoin de toi, donc repose-toi pas trop, quoi. Et c'est le but en fait, c'est Ouais, vraiment bien sûr. réactiver les muscles et se préparer à l'effort du lendemain pour que ton corps il soit prêt. Donc, si je résume, baisse du volume pour toi juste une semaine, à peu près, tu baisses Ouais, de 40%, un peu, si je comprends bien, à peu près, tu descends ouais, de c'est ça, ouais, 40%, et tu 40, gardes quand même un petit peu d'intensité dans tes séances. Enfin, une tu séance, la ouais. descends, mais une séance quand même d'intensité. Ok, bah, pour nos auditeurs, ça peut être intéressant. Et juste avant de venir sur le... Pour un 10 km, Ouais, hein. pour un Enfin, 10... Oui, bien pour un 10 sûr. km semi. Après, marathon, peut-être que je pratiquerai autrement parce que marathon, c'est des prépas qui sont encore Oui, plus bien sûr. avec plus de volume. Donc peut-être que marathon, je ferai un peu moins de volume, mais peut-être un peu moins d'intensité aussi. Mais voilà, c'est plus pour 10K semi que je Et, fais ça, ouais. et tes séances, juste avant de partir sur la muscu, ta séance clé ou tes séances clés que tu aimes bien faire pour justement avant l'affûtage pour peut-être te rassurer, ou tes grosses séances pour accumuler un gros volume. Parce que souvent Hmm. le risque c'est de faire une grosse séance, mais en même temps de pas trop se cramer aussi. Qu'est-ce que tu conseilles comme type de séance? Bon, après, j'aime pas trop le terme se Se cra... rassurer Ouais. parce que en vrai, si t'as foi en ta prépa, si t'as fait les choses bien, normalement, t'as pas besoin de te rassurer. Et il y en a beaucoup qui peuvent se cramer à vouloir trop se rassurer en mettant trop d'intensité, en disant ouais, je suis capable de tenir mes allures de course et en mettant trop d'intensité avant la course, ou en mettant une course de prépa où tu te dis c'est une course de prépa, mais en fait c'est juste une course où tu vas tester ton allure pour te rassurer. Donc au final, c'est pas une course de prépa. Donc voilà, j'aime pas trop ce truc de se rassurer, mais j'ai des séances où du moins j'essaye d'avoir des repères Ouais, des repères, ouais. et j'aime bien, tu vois, je sais pas, à 2 semaines de ma course, quand je fais ma sortie longue le dimanche, que dedans je vais intégrer 2 fois 3000, 2 fois 2000, 2 fois 1000 par exemple. Bah si elle se passe bien, que les allures de course je les tiens bien, le cardio il est bon, bah là je vais être content, tu vois. Et ouais, c'est plutôt sur des séances où je vais travailler mes allures de course où je vais entre guillemets me rassurer et pouvoir me dire bah voilà je suis prêt quoi. Au-delà, tu vois, si je fais une séance VMA que je cours à bloc, je sais que je vais être dans le mal dans tous les cas. Donc je saurais même pas si je suis bien ou pas bien parce que dans tous les cas je sais que tu es dans le mal. C'est sûr. Alors que les séances où tu es plutôt sur tes allures proches de course, t'arrives mieux je trouve à jauger la sensation quoi. Bah écoute, bah, merci pour cette séance. L'avantage, c'est que tout le monde peut la tester, donc ça sera cool. Peut-être que vous pouvez réduire un petit peu aussi si vous Ouais n'avez ouais. pas trop l'habitude. Et pour la musculation, t'en as jamais fait? Pourquoi? C'était un peu
Je sais Ouais, pas, la flemme, je suis désolé de le dire comme ça, ou après tu dis que tu marches ouais, beaucoup au ouais. plaisir et j'apprécie beaucoup ça parce que je pense que pour durer dans le sport, il faut prendre du plaisir. Donc c'est vrai que faire des choses qu'on n'aime pas, c'est difficile. Ma question, elle sera simple au niveau de la muscu. Tu as commencé à faire des séances. Quel type de séance, quel groupe musculaire tu vas travailler? Je sais que voilà, t'es pas coach sportif, bien sûr, mais je Mm. pense que c'est des exercices justement que tout le monde pourra essayer et tester à la salle ou peut-être à la maison. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, pourquoi j'en faisais pas? Ouais, il y avait une question de flemme en vrai déjà, parce que j'aurais pu faire une séance, enlever un footing et faire une séance. Vu mon volume, Hmm. ça m'aurait pas pénalisé. Mais c'était plutôt ouais le fait que j'ai pas forcément envie parce que c'est pas forcément ce que je kiffe le plus, même si j'aime de plus en plus en faire pour le coup. Et puis après c'était aussi le fait de pas être accompagné. Parce qu'en fait moi si je voulais commencer la muscu c'était vraiment en étant accompagné parce que voilà j'ai quelques notions mais en fait la muscu pour un coureur c'est très très spécifique et voilà le coach sportif de ta salle de sport qui a l'habitude de coacher monsieur et madame tout le monde il va pas forcément savoir coacher enfin faire un plan du moins musculation pour un coureur qui va avoir des objectifs de 10 km, de marathon, de trail, d'ultra trail, tu vois. Il va peut-être pas forcément avoir les compétences pour ça. On lui demande pas forcément non plus, hein. Donc voilà. Et du coup, moi voilà, je voulais aussi, si je commençais cette démarche, c'était d'être suivi par quelqu'un qui maîtrise ça. Et c'est le cas aujourd'hui. Je collabore aujourd'hui avec un préparateur physique sur Lyon qui est aussi un athlète en course à pied qui a 10 ans d'expérience là-dedans. Et il est avec moi en présentiel sur mes séances et tout, donc c'est top. Et, euh, et sinon, comment je m'entraîne? Bah moi déjà pour le moment je mets une séance par semaine. Déjà si j'arrive à tenir ce rythme-là, je serais content sur plusieurs mois. Ah, c'est très bien. Euh, une séance d'environ 1 heure, voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on bah, on essaye de, vu que j'ai qu'une séance, encore une fois, bah, il faut essayer d'être efficace. Après, on va pas se mentir, ce qu'on va le plus travailler, c'est la chaîne postérieure, bien évidemment. Donc, on va faire des squats. Le squat, c'est un super mouvement. Après, il faut faire attention quand même avec le squat parce que c'est un mouvement pareil qui est assez éprouvant. Donc, Technique aussi. plutôt le faire technique. On peut vite se blesser si on n'est pas accompagné, comme tu le dis. Et donc, plutôt le faire hors saison ou loin de ses compétitions. Et après, faire des variantes du squat. Par exemple, nous, on peut faire du gobelet squat avec les talons relevés, des petites variantes où tu vas moins charger, où tu vas plus être dans le contrôle pour pouvoir travailler le mouvement, mais sans te mettre en danger, on va dire. Donc, ouais, le squat, c'est un super mouvement. On fait beaucoup de fentes aussi, les fentes marchées avec du poids. Pourquoi? Bah, ça va travailler la propulsion quand tu te relèves. La propulsion, c'est un truc qu'on travaille beaucoup parce que dans la foulée, bah, la propulsion, elle a un rôle primordial. Et donc voilà, on va faire. En fait, en général, avec mon coach, quand je fais des mouvements où je me baisse et je me relève, typiquement des fentes, enfin typiquement des squats, du deadlift, des mouvements comme ça, on essaye de maîtriser la descente, donc bien contrôler la descente et remonter rapidement pour travailler la propulsion, tu vois. C'est chose qu'on ferait pas si on cherche l'hypertrophie ou si on a d'autres objectifs. Tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu aussi être accompagné par un coach, c'est pour pouvoir bénéficier de cette expertise que j'aurais. Enfin, moi, je me serais dit, ouais, le squat, c'est un super mouvement pour le coureur, mais j'aurais fait des squats normaux sans trop chercher à comprendre. Et c'est ce genre de petits ajustements qu'on fait en plus qui vont être utiles pour le coureur. Donc voilà, on fait beaucoup de mouvements soulevé de terre, squat, fente, donc tout ce qui va être sur la chaîne postérieure, les mollets aussi, on travaille. Assis, tu les Euh, travailles assis et assis debout, jambes tendues, ouais, les deux, en ok. fait, assis, tu vas travailler l'arrière et debout, tu vas travailler l'avant plutôt sur le Ouais. tibia, Bah les après, surtout que tu muscles. travailles avec le genou fléchi et l'autre, tu vas Ouais, travailler avec le genou en extension. Donc, du coup, c'est pas les mêmes muscles qui vont interagir. Alors qu'en course à pied, on va avoir les deux. Donc, ça a du sens déjà en termes ouais, ouais. de physio. Et plutôt au niveau des charges, tu es sur du lourd, plutôt sur des séries longues. Tu dis qu'il y a ce critère de vitesse d'exécution qui est important, mais plutôt sur la répartition des charges. Comment ça se passe? Bah là, on est encore en train un peu d'ajuster certaines choses, mais encore une fois, ça dépend de l'objectif de l'exercice. On fait des séances de force. Par exemple, j'ai fait du 5x5 sur la presse à cuisse, où j'avais mon poids du corps à soulever.
Donc c'est pas mal. Mmh. Donc là, on était plus sur de la force, c'est-à-dire un poids assez lourd avec des répétitions où je vais avoir du mal à finir la dernière rep et où on va être sur des intervalles courts. Donc là, en l'occurrence, 5. Et après, ça peut aussi arriver qu'on fasse des séries de 15 où je vais mettre un petit peu moins, mais on va plutôt travailler l'endurance de force ou d'autres qualités. Donc en fait, j'ai envie de te dire, il y a chaque exo peut être travaillé différemment, ça dépend vraiment de ce qu'on veut travailler, quoi. Et tu finis quand même Et proche de l'échec, même quand tu en fais 15, ou est-ce qu'à 15, tu te sens encore facile? bah, on essaye quand même de forcer un peu, mais ça va pas être comme de la force où des fois mon coach m'aide à relever la dernière rep ou vraiment là j'essaye de pousser fort. En général, quand on est sur 15, faut quand même ouais, être dans le contrôle et pouvoir finir tout seul sa série, mais sans forcément non plus voilà, soulever dans le vide, hein, bien sûr. Et Ouais. après, le gainage, t'en parlais un petit peu. Mm. Est-ce que t'as mis une petite routine en place? Ouais, bien sûr, le gainage, pareil, bah, j'essaye de le faire. Faudrait que je le fasse en dehors aussi des séances. Mais ça, après, là, j'ai acheté une super maison et je vais me faire une super salle de sport. Trop J'aurai plus bien. d'excuses. J'aurai plus d'excuses pour pas faire mon gainage après ma séance de tapis ou quoi là. Ouais, il y a pas de place Bon, ici et ça. Genre, tu l'as déjà pas l'excuse là. Parce qu'avoir un ah, tapis à la maison, ouais, t'as pas le droit, hein. ouais, mais j'ai moins de place ici. J'ai pas de salle de sport et tout, donc c'est un peu Ouais, plus ouais, chiant. Mais voilà. Bon, enfin bref. ouais, bien sûr. Je sais que le gainage, il faut que j'en fasse plus, parce qu'en plus c'est un truc qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand, Mm. donc il n'y a pas d'excuse comme tu dis. Et bah, j'essaye de le faire en fin de séance, le gainage. Ça arrive aussi qu'on fasse des circuits abdos, c'est intéressant, donc tu peux faire des crunchs, Mm. ensuite tu fais du gainage, ensuite tu vas faire des Russian twists, où Mm. tu travailles un peu plus les obliques en mouvement, aussi la stabilité. Ouais, bien sûr. Après, le farmer Et... walk aussi, c'est pas mal. Tu sais, quand t'as les deux Hmm, kettlebells, bras tendus, ouais, ça fait vraiment un bah ouais, gros travail de gainage central. je C'est connais bien parce que j'ai fait un Aerox, donc ok, c'était l'exo où j'étais d'ailleurs le plus à l'aise, ok. tu vois. Trop Donc bien. et ouais, effectivement, ça, t'es obligé de bien gainer. Donc ouais, ouais. Après, il y a des exos où tu peux travailler le gainage effectivement en étant un peu plus ludique que vraiment le gainage à proprement parler, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus cool. Mais c'est important, je pense, le gainage, ça va être important sur tout ce qui est la façon de te placer, la façon d'être droit aussi dans ta foulée. Mm. Euh, et vraiment, voilà, donc ça va jouer sur ton économie de course et dans le fond sur ta vitesse et ta capacité à tenir tes allures de course, quoi. Et aussi sur la prévention des blessures, parce qu'on le sait que en fait, Ouais, si tu ouais, ouais. si t'as un mauvais gainage, des fois le bassin peut se décaler Mm, au fur et à mesure et tu peux avoir un petit peu des déséquilibres qui se créent, d'où l'importance d'avoir un mm. bon tronc central Bien bien sûr, fort. ouais. Et surtout, c'est pour ça que je te parlais du farmer, c'est que souvent quand on voit gainage, on voit abdos et en fait on oublie de mettre de la charge. Et le farmer walk, c'est un super exercice justement parce qu'on met de la charge, on vient porter et c'est très intéressant pour renforcer efficacement sa sangle abdominale. Ben, je pense qu'on a été Ok. complet. Je voulais aussi te parler un petit peu, excuse-moi, c'était pas prévu, mais est-ce que tu travailles tes qualités de pied, un travail de gamme technique? Est-ce que ça, tu l'incorpores un petit Non, peu ou pas trop? ça va être rapide. Non, pas Non, du pas tout. du tout. Même tout ce qui est gamme et tout, j'ai jamais trop travaillé ça. Ouais, c'est. OK. Encore un axe en fait, c'est bien parce que ça montre que tu pas encore optimisé et qu'il y a Ah oui, quelques oui, pistes oui. d'exploration et c'est encourageant pour Oui, progresser. oui, oui, oui. Bah oui, oui, c'est sûr que voilà, même, enfin, je pense il y a de la marge de progression. Après, c'est de moins en moins vrai, mais je peux peut-être gagner encore des secondes ou des dizaines de secondes sur des petits gains comme ça, marginaux. Comme tu dis, peut-être travailler la mobilité aussi, Ouais, hein. mobilité, bien sûr. Tu vois, la mobilité, ça va un peu avec les gammes, hein, mais ça m'est arrivé de faire des séances de mobilité, bon, voilà, une ou deux fois dans l'année, hein, mais à chaque fois, je me Ouais. sentais bien après et je l'ai pas forcément refait. Ouais, c'est des petites Alors routines, voilà, c'est aussi par et je vais pas toujours trouver l'excuse du manque de temps, hein, c'est pas forcément des trucs, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué quand tu doubles tous les jours, que tu as le boulot, tout ça, ta vie aussi privée, perso à gérer. Ben voilà, les trucs que tu kiffes moins, les étirements, la mobilité, le ouais. renfo, bah ça va passer au second plan. Et, euh, et c'est sûr que oui, je pense que si je travaillais pas,
Ce sera autre le chose. matin, j'aurai ma routine où je m'étirerai, où je ferai des choses. Là, le matin, c'est je me lève, c'est café, tac, je cours, tac, je fais mes affaires, la douche, je vais au taf, je taffe. Et en fait, j'ai pas le temps. C'est Ouais, genre millimétré, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est que ouais, du coup, j'imagine. Tu vois, pour la... j'ai jamais le temps, tu vois, de me dire, allez, je me pose. Enfin, je dis pas j'ai jamais le temps, mais Ouais, bien sûr. je cours un peu après le temps, je veux dire. Pour la mobilité, ce qui est intéressant, c'est aussi de. Tu vois, on avait reçu Thibaut Saliné, qui est fondateur de GoWood Mobilité. Je sais pas si tu connais l'appli. Et en fait, il nous disait que ce qui peut être intéressant pour le coureur, c'est de faire des automassages avant ou faire de la mobilité avant le footing. Parce que, Ouais. en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas débloquer des amplitudes articulaires et derrière, tu vas courir. Donc, tu vas renforcer. Et en fait, tu vas renforcer dans ces amplitudes que tu as gagnées. Donc, du coup, tu auras plus de chances derrière de les conserver Mm. sur du long terme. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut être. On voit la mobilité en se disant, je vais prendre une demi-heure. Mais peut-être que 5 Mm. minutes, à peine 5 minutes avant d'aller courir, se faire un petit mollet, automassage mollet, pied, cheville, aller faire un petit peu de mobilisation et derrière aller courir. Ça peut être aussi un bon moyen pour les gens Ok. peut-être qui n'ont pas trop de temps, je le place. Bah, faudrait que j'écoute l'épisode où tu es avec lui, parce Allez, que ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, mon vidéaste Virgile, avec qui je cours de temps en temps, ben, il a fait une séance en début de semaine. Oh, il a fait quelques tractions, machin. Il a travaillé un peu tout le corps et à la fin, il a fait de la mobilité. Et après, il est venu courir avec moi et il était grave en forme. Et il m'a dit, je me sens trop bien. J'ai l'impression que la séance que j'ai faite, elle m'a débloqué ou ah enfin, c'est sûr. il se Ah, sentait bien. Il a super bien couru. Et je pense que c'est lié, tu vois. ah Et c'est ça, sûr. j'en doute pas, hein. J'en doute pas, mais il faut juste que, voilà, je me dise, fais-le. Ouais, c'est dur. Après, je sais qu'on n'a C'est une pas force. discipline à prendre. Bien sûr. On pourrait croire que je suis très discipliné, machin, organisé et tout. Mais Mais voilà, et j'ai encore aussi ça à travailler. J'aime courir, je peux beaucoup courir, mais voilà, sur certains autres trucs que j'aime moins, ben, j'ai c'est un plus peu moins cette compliqué. discipline. Ouais, ouais. J'imagine bien. Et juste, dernière question, promis, au niveau de la nutrition, tu te prends un petit gel sur ton 10 kills, pas spécialement, et juste un petit déj classique de course à conseiller à nos auditeurs. Ouais, bien Et je te sûr. laisse, excuse-moi, je prends de ton temps. Ah non, mais t'inquiète pas, j'ai bloqué le temps pour toi, y a Bon, pas de ça souci. marche, nickel. Donc y a Avec pas de plaisir. souci. Alors concernant la nutrition pendant l'effort, euh, moi sur 10 km, non, je prends rien, absolument rien. Sur semi-marathon, absolument rien. Ok. Voilà, c'est semi. Je pense qu'il y a un intérêt, mais je le fais pas parce que j'ai eu la mauvaise expérience de prendre euh, un gel Mortine en plus à l'époque sur le semi de Berlin. C'était il y a quelques années déjà. Et en fait, c'était au 17e kilomètre, j'ai pris le gel et ça m'a retourné le bide et ça a flingué ma fin de course. Pourquoi? Bah parce que l'estomac, le corps, quand tu cours à 18 km/h, bah c'est pareil, ça s'entraîne. C'est comme tout. Hmm. C'est le système digestif, il faut l'entraîner. Tu vas pas lui envoyer des gels Mortine blindés de glucides du jour au lendemain sans avoir de soucis. Pourtant, en plus, moi, je suis quelqu'un qui qui a vraiment un estomac. Je peux tout manger. Tu me donnes un truc périmé, je vais rien avoir. Je te jure, j'ai vraiment l'estomac solide. Et Mais, pourtant, bah là, c'est vraiment le sucre comme ça concentré. ouais. Ça a beau être un Mortine et tout, ça m'avait retourné le bide. Et depuis cette expérience, bah, j'étais un peu plus frileux, on va dire, avec les gels. Et vu que je faisais beaucoup de 10 km, bah, je m'entraînais pas forcément à en prendre. Après, là, j'essaye quand même pour mes sorties longues d'en prendre un à chaque fois. Déjà parce que je pense que ça a un vrai intérêt. Ça peut te rebooster, te redonner un gain, un apport en glucides pendant l'effort. Donc sur des séances longues, comme j'ai pu citer avant, ça peut vraiment avoir un intérêt. Et puis aussi pour bah, faire travailler mon estomac. Là, tu vois, moi, je suis avec NutriPure. Bah, du coup, je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours leur gel sur mes compétitions, sur les voilà, au moins l'année à venir, tout ça. Donc je m'entraîne avec les gels NutriPure et je sais qu'un jour, bah, les gels NutriPure, je les aurai, mon corps les encaissera très bien. Après, voilà, c'est pas parce que je suis sponsor NutriPure ou quoi que je dis ça, mais bizarrement, le gel NutriPure il passe mieux que le Mortine. Bon, c'est un peu la même technologie et tout, hein, mais après, c'était il y a quelques années, j'ai pas réessayé les Mortine. Hein, Ouais. je dis pas que c'est mieux que Mortine ou quoi, Ouais, bien sûr. mais les gels NutriPure ils passent bien. Enfin, moi, je trouve qu'ils passent bien et j'essaye, voilà, d'en prendre. Pour toutes les sorties longues, d'en prendre un pour habituer mon estomac. Et le jour où je passerai sur marathon, bah, au moins j'aurai moins de mal à en prendre deux, trois pendant une sortie et après à pouvoir bien gérer ça.
Donc je pense pour la nutrition à l'effort, si on veut, il faut déjà s'entraîner, tu vois. Il faut pas se dire, allez, c'est mon premier 10 kills, je prends un gel. Limite, vaut mieux prendre un aliment familier, une compote de pommes, un truc Bien que tu sûr. as l'habitude de digérer qu'un gel. Parce que le gel, sur le packaging, ça va être écrit ouais, gel sport et tout, coup de boost ou je sais pas quoi. Le mec, il va dire putain, ouais, c'est bon, ça c'est pour moi, ça va me redonner un coup de boost et tout. Mais non, si ton estomac il a pas l'habitude, ça va pas te donner un coup de boost, ça va te flinguer. Alors que si tu prends ta bonne compote de pommes que tu manges depuis 10 ans, que ton estomac a l'habitude de la digérer, bah ça sera plus ou moins l'équivalent. Enfin, tu auras un apport en glucides, du moins, je dis pas que c'est équivalent à un gel, et tu pourras mieux l'assimiler, mieux le digérer. Et les gels, plutôt les travailler à l'entraînement, parce qu'après, si tu as mal au ventre à l'entraînement, bah c'est pas très grave, hein. Oui, Voilà, il est il y a travaillé pire. à l'entraînement et surtout sur des séances assez longues ou alors Ouais, voilà, surtout c'est ça. ça. Parce qu'après, si vous prenez votre gel sur un 10 kills facile que vous allez faire à vitesse lente, il y aura moins d'intérêt parce que vous n'allez Hmm, pas vraiment être dans les mêmes zones hmm, d'intensité. Et en fait, le problème vraiment au niveau de la santé intestinale, c'est qu'en fait, le sang, il est vraiment dirigé plutôt vers les jambes et pas dans l'estomac. Et c'est pour ça qu'on a du mal après à digérer les glucides. Donc, hmm. quand on est facile, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Donc, vraiment, essayez de plutôt vous entraîner sur les efforts longs. Et donc, juste sur le repas, hein, comment tu fais, toi? Qu'est-ce que tu conseilles en termes de petit-déj? C'est souvent une question qui revient souvent. J'ai ma Ouais. course à 9 heures, comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Je mange quoi? Eh ben, Rien. déjà, si, si, je suis obligé de manger le matin, sinon je démarre pas. Ok, Moi, les trucs à jeun et tout, c'est non, non, non. Il faut manger le petit déj, c'est sacré. c'est bien. Euh, Et non, non, avant la compète, en général, déjà c'est comme les gels. En fait, il faut avoir testé. Tu vas pas te dire le matin de ta compète, putain, tiens, si j'achetais ça et je testais ça, tu vois. Non, il faut pas faire ça. Après, moi en général, je mange 2 heures avant, parce que comme je t'ai dit, j'ai un estomac solide. Donc 2 heures avant, je sais que je le digère. Il y a des personnes, ça va être 3 heures, d'autres 4 heures avant. Donc déjà, je dirais essayer de se lever à la bonne heure. Éviter de manger trop près de l'épreuve, hein. Bon, ça c'est un classique pour bien que le corps digère. Euh, Après, voilà, avoir testé son petit déj, et je dirais aussi pas forcément manger comme un ogre, dans le sens où en fait une recharge avant une course, ça se fait sur toute la semaine avant la course. Ça commence du lundi et ça finit le dimanche. Et c'est pas en te disant, voilà, le samedi soir, je me fais un énorme plat de pâtes. Le lendemain matin, je me fais un énorme bol de céréales. Et c'est bon, là, je suis chargé à bloc en glucides. Non, tu vois, Thibaut Barognan, qui est un trailer, il avait parlé de ça une fois dans un de ses lives et il avait bien évoqué le sujet, j'avais bien aimé. Euh, et il expliquait que lui, il commençait à recharger ses stocks de glycogène 15 jours même avant, parce que lui, il fait du trail long. Et il disait, mais les pasta parties, c'est voilà, c'est du bullshit, quoi. Ah, bien sûr. Et en fait, il vaut mieux être bien arrivé le samedi soir, être bien nourri, se sentir bien en forme, avoir les stocks de glycogène au max. Manger comme d'habitude, en fait. Tu vas pas manger plus de pâtes, plus de riz. Tu manges comme tu as l'habitude de manger. Le lendemain matin, tu te fais un petit déj léger sans être trop léger non plus. Tu Mais prends quoi, voilà, toi, par exemple? Si moi encore une fois, je digère bien. Donc je prends souvent un bol de granola, petit bol de granola. Donc c'est plutôt pour une source de glucides un peu lente. Euh, Après, je prends une banane un peu mûre pour donner un peu plus de glucides rapides, voilà. Et puis après, un café, voilà, toujours. Et puis ça peut m'arriver de prendre un yaourt protéiné ou un apport en protéines, des œufs. Voilà, c'est ce que je prends en général. Donc il y a toujours un apport en glucides un peu plus complexe, on va dire, parce que Hmm. glucides lents, machin, ça se dit plus trop, mais voilà, un apport en glucides un peu plus complexe, un apport en glucides un peu plus simple, un peu plus sucre rapide, et puis un apport en protéines, donc un truc un peu équilibré, avec une boisson, thé, café si on veut, ou pas, hein, c'est indispensable. Et voilà, après, je prends pas des quantités énormes, j'essaye d'avoir 600 calories, un truc comme ça, 500, 600 calories dans mon petit déj, alors que mes repas c'est plus proche des 1000 calories, tu vois, par exemple, en temps normal. Euh, donc, euh, donc ouais, j'essaye quand même de diminuer par rapport à d'habitude. Et après, tu peux aussi prendre avec toi soit un gel, soit une petite compote.
soit une banane bien mûre aussi que tu peux manger si tu as une fringale ou si tu sens que tu as besoin, tu la manges 30 minutes avant l'effort, voilà, ça va pas trop changer, quoi. Ouais, c'est parfait. Ben, de toute façon, on l'a dit, hein, toujours, le mieux, c'est d'essayer à l'entraînement, d'essayer ça, donc de faire des séances, des Aussi, fois ouais. le dimanche, T'essayes du même ton petit déj, hein, voilà, et avant si le. voilà, essayez le dimanche, avant, vous vous mettez en condition course, heure de course, je prends le petit déjeuner de la course et voilà, et Hmm. testez-vous, comment vous vous sentez, ça réagit bien, ça réagit pas bien, c'est Et, vraiment essentiel. Et tu as et peut-être un pour dernier mot à ajouter, Ouais, Anthony? pour terminer avec ça, Ouais, vas-y. pour donner un conseil, parce que moi, après, je sais que tu vois, je mange du granola, c'est riche en fibres. La banane, il y a aussi un peu de fibres. Ça fait un petit déj qui est quand même assez riche en fibres. Moi, je conseillerais pas forcément surtout pour les personnes qui ont pas forcément un système digestif très efficace, tout ça, ou qui craignent un peu les fibres. Bah, essayer de modifier le petit déj et de diminuer les fibres, hein. Euh, les fibres, on voit facilement sur les étiquettes alimentaires la quantité dedans et essayer d'éviter peut-être les fruits et les légumes la veille au soir et le matin et prendre des trucs un peu plus simples pour éviter les fibres parce que les fibres en fait ça va être très long à digérer. C'est comme les matières grasses. Tu vois, le matin de ta course, faut pas non plus manger trop gras parce que si tu manges gras et avec beaucoup de fibres, bah en fait tu vas peut-être pas mettre 3 heures à tout digérer, mais 5 heures et ça sera beaucoup plus long, mais beaucoup plus contraignant pour ton système digestif. Donc voilà, le petit conseil, si on a plus de mal, bah peut-être éviter les gras sans les retirer, hein. Moi par exemple, je mange des œufs au plat, bah ça passe bien, il y a un peu de gras dans le jaune, c'est parfait. Et mais pas non plus mettre des grosses goulées d'huile ou quoi, tu vois, le matin de ta course, ou des trucs très très gras. Donc peut-être limiter les gras, limiter les fibres et bien manger 3 ou 4 heures avant la course, quoi. Ouais, pour certains aussi les produits laitiers, il y en a qui ont parfois Ouais, des aussi, des ouais. problèmes, les produits laitiers et le gluten pour Le certains gluten, aussi, ouais. C'est ça que des exactement. fois on dit aux gens de prendre des pâtes la veille, mais au final, si des fois votre, Ouais, le riz. ouais, Moi perso, plutôt je suis le plus ouais, team riz aussi. J'ai pas de problème de gluten ou quoi, mais le riz, c'est mieux, c'est ouais. super parce Ouais, qu'il n'y a pas de gluten et en plus c'est un super aliment pour recharger en glucides. C'est top et c'est bon donc voilà. parfait, manger du riz. Est-ce que tu as un dernier conseil pour nos auditeurs? Quelque chose qu'on a oublié, qui te tient peut-être à cœur de partager ou on a été Sur la complet? Non, nutrition ou au surtout, global? surtout, global. Bah non, après moi, voilà, si vous cherchez à performer, franchement, restez surtout, enfin gardez cette notion de plaisir. Si on court avant tout, en général, c'est parce qu'on aime ça. Donc gardez cette notion de plaisir, faites ce que vous aimez, ça va pas vous empêcher de progresser. Moi, j'ai toujours eu cette notion de plaisir. J'ai progressé longtemps sans coach, juste en me fiant à mon instinct. Je dis pas que c'est la bonne manière de faire, mais gardez ce côté spontané, ce côté aussi instinct. Faites-vous bien accompagner et gardez le plaisir. Et puis après, surtout, la base de la course à pied, c'est vraiment soyez patient. Voilà, c'est pas du jour au lendemain qu'on va courir des gros chronos. Donc s'il y a des jeunes qui nous regardent, tout ça, c'est vraiment un travail sur la longue haleine. Moi, il y en a forcément, ils vont être très bons très vite, mais c'est que des cas isolés. Et, euh, et voilà, il faut savoir être patient dans ce sport si on veut réussir. Donc voilà, être patient, progressif et prudent. Et après, normalement, si on est bien accompagné, il y aura forcément de la progression derrière. Ouais. Bah, ça serait intéressant de savoir aussi nos auditeurs. Dites-nous en commentaire, hein, si vous avez déjà fait un 10 kills, à peu près vos objectifs. Est-ce que vous passez le sub 40, 45, 50 ou est-ce que vous allez chercher le sub Mm. 30 peut-être? Ça sera cool de le savoir. N'hésitez pas à liker la vidéo. On mettra bien sûr ta description. Je crois que tu es sur Insta, tu es sur YouTube. Ouais, Tu fais pas mal de podcasts aussi. Donc c'est vrai ouais. que merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Tu m'enverras tout ça et on le mettra en bas de la Avec plaisir, vidéo. c'est gentil. Ouais, Ben, merci. c'est normal. Ben, écoutez, ben, j'espère que vous avez pris du plaisir. Il y avait quand même pas mal de conseils dans ce podcast. Donc on courait bien cette semaine. Bon entraînement et encore un grand merci Anthony. Merci à toi et À la à prochaine. bientôt à tous. Ciao, Ouais. ciao. Ciao.